Gérard Vespierre, bonjour. Vous. Vous êtes géopolitologue, créateur du site Le Monde Décrypté. Alors vous avez entendu la question et les opinions de nos auditeurs. Que pensez-vous? L'aviation peut-elle faire la différence dans ce conflit en Ukraine? Alors, je dirais, premièrement, l'aviation peut-elle être utilisée en nombre? À cette question-là, la réponse est non, deux fois non, parce que d'abord, premièrement, les Ukrainiens ne disposent pas et ils ne disposeront pas avant la fin de l'année des célèbres fameux F-16 et ils ont quelques dizaines d'appareils de type MiG-29 qui sont insuffisant pour avoir vraiment une composante aérienne dans la guerre. Et deuxièmement, des avions, cela suppose quoi? Cela suppose des aérodromes. Et ça, c'est la catastrophe parce que nous avons affaire à un combat essentiellement terrestre dans cette guerre, n'est-ce pas? Quelques toutes petites incursions maritimes, mais fondamentalement, en mettant de côté les lancements de missiles, c'est un combat terrestre. Or, qui dit avion dit infrastructure, dit bombardement par la Russie des aérodromes, des quelques peu nombreux aérodromes ukrainiens. Donc, il n'y aurait pas vraiment d'utilisation de façon massive et systématique de l'arme aérienne par l'Ukraine, ni par la Russie, parce que finalement aussi, il y a de très fortes défenses anti-aériennes des deux côtés. Justement, vous parlez des infrastructures et des aérodromes ukrainiens. Ne pourrait-on pas penser que ces avions soient stockés aux frontières de l'Ukraine? Oui, stocker, mais après, il faut les faire voler. Et puis après, le vol, il faut les maintenir, n'est-ce pas? Il faut avoir une maintenance, il faut les entretenir, recharger en munitions. Il faut une infrastructure. Et donc, on voit que la stratégie, en tout cas, une des composantes stratégiques de la Russie est de frapper les infrastructures ukrainienne. Regardez les centrales électriques, regardez le système de santé, voyez-vous. Donc, il faut absolument éviter d'être piégé par l'utilisation d'infrastructures critiques dans la guerre. Vous pouvez cacher un tank dans une forêt, vous pouvez cacher un tank dans le hangar d'une ferme, vous pouvez cacher un tank dans un hangar désaffecté industriel. Un avion, il a besoin de sa piste d'1,5 km et ça, c'est une catastrophe parce que cela peut être bombardé, détruit et rendu inutilisable. Nous parlons d'aviation. L'Ukraine va donc recevoir des avions de la part des pays occidentaux. La Russie dispose-t-elle d'appareils également? Oui, bien sûr, elle a des Sukhoi, elle a des MiG, elle a une infrastructure aérienne importante sur son vaste territoire, et d'ailleurs, elle l'utilise, et d'ailleurs, les Ukrainiens ont mené quelques opérations avec des drones sur des aérodromes militaires russes au cours des dernières semaines, endommageant quelques bombardiers. Donc il y a effectivement, comme je le disais tout à l'heure, une prise d'otage des infrastructures militaires aériennes des deux côtés, et donc il n'y aura pas forcément une utilisation massive, hormis le fait par la Russie d'envoyer des missiles à partir d'avions qui sont encore dans le ciel russe, n'est-ce pas? Ces missiles peuvent parcourir quelques centaines de kilomètres, donc ils sont lancés à quelques centaines de kilomètres à l'intérieur de la frontière du territoire russe, donc assurant ainsi la protection des appareils de la flotte aérienne russe. Justement, vous le disiez, ces avions vont uniquement être utilisés pour frapper des cibles russes au sol. Ça n'est pas pour faire des combats aériens. Oui, mais à partir du moment où, voyez-vous, il y a une asymétrie. La Russie utilise ses avions au-dessus de son propre territoire et donc il n'y a pas possibilité pour les Ukrainiens de les détruire, alors que finalement, les Ukrainiens utilisant leurs appareils au-dessus de leur propre territoire aussi peuvent avoir des frappes de la part de l'envahisseur russe qui a déjà des moyens anti-aériens installés sur le territoire ukrainien. Ce sont des machines qui coûtent extrêmement d'argent. Les pays occidentaux ont-ils intérêt à fournir ces avions à l'Ukraine, quitte à les perdre définitivement? Alors, mon point de vue sur cette question-là, c'est que ces avions, ces fameux F-16,
sont avant tout une arme diplomatico-stratégique. C'est une façon de dire deux choses. Premièrement, nous allons continuer à fournir de l'armement de haute qualité et technologie à l'Ukraine, nous les pays occidentaux, nous l'OTAN, parce que comme l'affirme le Pentagone, ces avions ne seront pas opérationnels avant la fin de l'année, donc on est dans le temps court moyen. Et deuxième composante de cette fourniture, eh bien, c'est d'un peu plus lié l'appareil militaire ukrainien à l'appareil militaire de l'OTAN. Donc, voyez-vous, il y a premièrement une vision dans le temps moyen et le temps long, et deuxièmement une vision politico-militaire de façon à amarrer encore plus l'Ukraine à l'ouest. Justement, au-delà de l'armement, c'est vraiment l'Ukraine en tant que pays qui se rapproche de plus en plus de l'organisation OTAN. Oui, c'est une volonté affichée depuis de nombreuses années, n'est-ce pas? Maïdan a été une poussée vers l'ouest. L'élection de Zelensky à 79%, si mémoire est bonne, eh bien, c'est aussi la confirmation de la volonté du peuple ukrainien de marcher vers Bruxelles, Union européenne et Bruxelles OTAN. Donc tout ça est en place déjà dans les cœurs et dans les esprits en Ukraine depuis une dizaine d'années au moins, et bien sûr beaucoup plus. Souvenons-nous, il y a un siècle, l'Ukraine a réclamé et voté au niveau de son Parlement eh bien, son indépendance en 1918. Et cela, eh bien, je pense que M. Poutine l'a oublié parce qu'effectivement, les troupes soviétiques en 1922 ont repris le pouvoir à Kiev. Alors nous parlons d'aviation depuis le début de notre entretien, mais vous l'avez souligné au début de cet entretien, tout se passe au sol principalement, et c'est les chars qu'on attend plus que les avions. Alors voilà, une autre façon aussi d'oublier les chars, n'est-ce pas? De ne pas faire de la livraison de ces chars une bataille politique, rhétorique, de communication avec la Russie, eh bien c'est de parler d'autre chose. Et donc on parle des F-16. Pendant qu'on parle des F-16, nous ne parlons pas, ils ne parlent pas des chars qui vont être effectivement, si l'Ukraine le décide de les mettre en œuvre, un outil fondamental de la reconquête de leur territoire. À cela, il faut ajouter le triplement du nombre de canons César pratiquement qui sont maintenant disponibles en Ukraine par rapport à l'an dernier, du triplement de ces fameux missiles américains HIMARS par rapport à l'an dernier, et puis de la création d'une force blindée mobile avec pratiquement 1 millier de véhicules blindés de transport de troupes qui transportent 8 à 10 soldats en armes. Donc là, vous avez une force de manœuvre blindée. Vous avez utilisé le mot reconquête du territoire. Où en est-on dans cette reconquête, Gérard Vespierre? Mais écoutez, les choses se préparent. Elles se préparent à la fois, comme on vient de le dire, par un dispositif militaire de mobilité très très puissant. Elles se préparent aussi à l'intérieur de ce territoire par des actes de sabotage. On a vu des trains déraillés aussi bien en Russie que dans le territoire donc ukrainien reconquis. On voit des frappes sur les ports, donc à approvisionnement. Donc autre manœuvre aussi, c'est la frappe en utilisant des missiles HIMARS ou des canons César sur les voies d'approvisionnement, les centres de commandement et les centres de détection aérienne. On a vu en Russie des dissensions au niveau de l'armée, des dissensions politiques. Le glas russe va venir de son intérieur? Il y a un certain Gérard Vespierre qui, tout au début de mars 2022, a dit il y a un certain nombre de fissures dans la société russe, il y a une fissure dans l'armée, il y a une fissure dans le monde politique, il y a une fissure dans le monde économique. Est-ce que l'addition de ces fissures va se transformer en fracture? Eh bien là est toute la question. Il est certain que le coup de bélier que les Ukrainiens peuvent donner sur le front va créer
réactions et des conséquences sur l'ensemble de la société russe, militaire, civile et économique. Gérard Vespierre, je rappelle que vous êtes géopolitologue, créateur du site Le Monde décrypté. Merci d'avoir été avec nous ce matin sur Radio Judaïka. Merci de ces pertinentes questions.